Bonjour à tous, donc je me présente Marie-Ève Tremblay, une des 2 infirmières des consultations externes d'infectiologie au centre hospitalier de Mayotte. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre population de personnes vivant avec le VIH à Mayotte, leurs spécificités et les particularités de la prise en charge au quotidien. J'ai décidé de... la télécommande, ça ne va pas le faire. Ok. J'ai décidé de vous parler du coup de cette population-là via un axe de réflexion que j'ai appelé « Quelle place pour l'éducation thérapeutique des patients VIH dans un contexte d'extrême précarité ?» Pour commencer, on va contextualiser un peu. En grande ligne, la population mahoraise, c'est officiellement 310 000 habitants environ, mais officieusement plutôt 500 000. Une personne sur 2 sur le territoire est de nationalité étrangère avec un âge moyen de 23 ans. Il y a une importante fécondité à Mayotte avec 4,7 enfants en moyenne par femme, ce qui équivaut à 12 000 naissances environ par année, soit 30 naissances par jour. Les sages-femmes ont beaucoup de boulot. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Seulement 32% des sorties du système scolaire se font avec un diplôme qualifiant et 34% de la population active bénéficie du chômage. Donc ça, c'est Mayotte en grande ligne. En ce qui concerne notre file active des PV-VIH, donc pour l'année 2023, le rapport épidémiologique, on était à 504 patients, 82% d'indétectabilité, voilà, c'était indétectabilité, versus 71 en 2022, donc on est assez content des 11% qu'on a gagnés, malgré le contexte qui est très particulier. On a une prévalence donc de 338 cas par million d'habitants, soit 0,33 par 1000 habitants. J'ai essayé de faire ressortir certains critères de notre file active via des petits camemberts. Donc on a quand même 38,5% de notre patientèle, donc des 504 patients, qui ne sont pas affiliés à la CSSM, à savoir qu'à Mayotte, ils n'ont pas droit à l'AME, donc ils n'ont tout simplement pas d'affiliation. Sur ces 38,5%, il y a 27% qui sont en situation irrégulière, donc pas de titre de séjour, et on a 7% de notre file active qui n'a pas de logement, à proprement dit. Notre file active est majoritairement féminine à 59% et 41% d'hommes, dû davantage au dépistage en cours de grossesse, comme il y a une importante fécondité. Et les provenances géographiques de notre patientèle, beaucoup des Comores, de Madagascar, de plus en plus de l'Afrique des Grands Lacs et 16% qui viennent de Mayotte et 6% d'autres provenances. Alors, pour contextualiser notre travail, donc on est une équipe soignante assez réduite, donc 2 infirmières, moi-même et ma collègue, 2 infectiologues en moyenne sur une année avec 4 plages de consultation par semaine. Donc on a beaucoup de médecins qui viennent en mission de façon assez régulière mais très courte, donc sur 1 mois, 3 mois. Et 2 infectiologues à temps plein qui sont plutôt installés. On a une permanence d'assistance sociale de 3 heures par semaine. Donc c'est un assistant social qui est attitré au service d'hospitalisation et qui vient de son propre chef nous donner 3 heures par semaine. Une psychologue occasionnelle qui est également attitrée au service de médecine d'hospitalisation et qui accepte de voir des patients avec surtout des problématiques de choc post-traumatique dû au parcours migratoire. Et on a 2 secrétaires à temps plein qui nous épaulent fortement. Donc pour rappel, la précarité, selon l'OMS, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. On dit que la précarité ne caractérise pas une catégorie sociale particulière, mais est le résultat d'un enchaînement d'événements. Et aussi, le processus de précarisation s'accompagne d'une souffrance psychique alliant mauvaise image de soi et sentiment d'inutilité sociale. Dans notre profession au quotidien, on a plusieurs outils de mesure de la précarité qu'on essaie d'utiliser. Ce qui est malheureux, c'est qu'à Mayotte, le même constat survient de façon assez générale. C'est que tous nos patients cochent non à toutes les réponses et ne possèdent aucun déterminant social en santé. Donc ont vraiment un niveau de précarité qui nous dépasse, à proprement dit. J'en viens du coup à parler de la place de l'ETP. L'ETP a forcément une place. Après, comment placer cette pierre angulaire du chronique?
Donc, pour rappel, l'ETP, c'est l'éducation thérapeutique du patient qui vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Et effectivement, ça fait partie normalement intégrante de la prise en charge du patient. Les objectifs de l'éducation thérapeutique sont de développer des connaissances sur la maladie et son traitement, d'apprendre des gestes d'autosurveillance, de modifier certains comportements à risque ou représentant un facteur d'aggravation et de développer des compétences liées à la qualité de vie. Alors, j'ai trouvé intéressant de mettre en parallèle donc un concept assez basique, les besoins fondamentaux, la pyramide. Je me suis permise de situer l'éducation thérapeutique tout en haut de la pyramide parce qu'on parle d'un besoin de s'accomplir, de s'éduquer ou un besoin d'évoluer. Alors, le problème se pose à Mayotte, c'est qu'avant d'arriver au sommet de la pyramide, il faut passer par le bas. Et il y a tout un tas d'obstacles pour répondre à chacun de leurs besoins fondamentaux qui se présentent à eux au quotidien. Donc les besoins physiologiques, boire, manger, s'abriter. Vous avez vu, il y a eu la crise de l'eau, donc pas d'accès à l'eau potable. Pour prendre son traitement, c'est pas simple. Aucune source de revenus, vraiment aucune. Même les bons alimentaires à Mayotte sont réduits à 30 € par mois quand ils ont de la chance. Le coût élevé des denrées alimentaires, l'absence d'installation sanitaire, les agressions nocturnes, la perturbation du sommeil, donc l'insécurité tous les jours, toutes les nuits. Le besoin de sécurité, voilà, donc il n'y en a pas. Pas d'accès, pas d'offre d'emploi, les emplois informels. Donc on a une patientèle qui a énormément recours à la prostitution de subsistance, donc au risque de transmission plus. Pas de transport public, donc une seule route qui dessert toute l'île, à savoir que tout le suivi des PV-VIH se fait à Mamoudzou, donc la ville principale, que ce soit les prises de sang, la rencontre avec l'infectiologue. On a aussi les problématiques de CD4 qu'on envoie en métropole une seule fois par semaine, donc des contraintes géographiques et horaires, des patients qui n'ont pas d'argent pour payer le taxi, des patients qui ont très peur de la PAF, donc un risque d'interpellation par la police aux frontières qui est constant. Des agressions sexuelles multiples et variées, pas d'accès au logement, et il y a aussi le choc culturel et la barrière de langue, de par leur provenance géographique. En ce qui concerne le besoin d'appartenance, on fait face à beaucoup d'éclatement familial, l'absence de réseau, absence d'intimité pour développer des liens interpersonnels, beaucoup de xénophobie à Mayotte, énormément de communautarisme qui peut éventuellement être aidant mais aussi très nuisible quand on est porteur d'une maladie chronique, la polygamie qui multiplie les chances de propagation du virus aussi. Le besoin d'estime, la complexité du lien de confiance, dans tout ce que je viens de vous décrire, très difficile de nouer des liens durs et solides avec les gens autour de nous. Le tabou, la discrimination qui va même souvent, trop souvent, jusqu'à la diffamation, le rejet de la société et le syndrome insulaire que vous connaissez bien, qui joue beaucoup contre eux. Donc quand on remonte tout ce tableau de bas en haut et qu'on arrive à essayer d'implanter une offre d'éducation thérapeutique, on se demande comment fait-on ? Comment est-ce qu'on peut stimuler et piquer la curiosité de nos patients pour qu'ils se déplacent une énième fois jusqu'à Mamoudzou pour venir faire des rendez-vous d'éducation thérapeutique ? On n'a toujours pas trouvé la réponse. Donc, je suis quand même venue ici vous présenter Mayotte et éventuellement solliciter l'expertise des collègues. Les questionnements qu'on se pose, donc comment intégrer l'éducation thérapeutique à ce parcours du combattant ? Comment respecter le protocole éducation thérapeutique de la Haute Autorité de Santé dans un contexte qui diffère autant du modèle inspiré ? Et comment adapter l'offre d'éducation thérapeutique à une population si hétérogène ? Donc barrière de langue, barrière culturelle, vous connaissez bien. Alors, nous, ce qu'on fait déjà, donc qui est un peu informel, mais notre façon d'arriver à colmater les fuites et à maintenir quand même un bon niveau d'observance et puis surtout une qualité de vie pour nos patients. Alors, on offre énormément de soutien aux démarches administratives, donc glissement de tâches, on fait beaucoup d'assistance sociale. On les aide pour obtenir leur titre de séjour, quand ils le peuvent encore, s'affilier à la sécurité sociale. On distribue des bons alimentaires en collaboration avec les associations et la Croix-Rouge. On a développé des critères d'inclusion-exclusion pour être le plus neutre possible et ne pas favoriser certains aux dépens des autres.
On a une collaboration extra-hospitalière qui est assez importante, entre autres avec le centre de rétention administrative pour éviter que nos patients repartent dans leur pays d'origine, avec l'OFI pour faciliter les démarches administratives, avec les PMI beaucoup pour dépister en cours de grossesse et puis s'assurer que la femme reste observante tout au long de la grossesse pour éviter les transmissions materno-fétales. Il n'y en a pas eu depuis 2 ans, même plus je crois. Et puis une collaboration très très importante avec les associatifs qui nous aident beaucoup dans le suivi en dehors de Mamoudzou, comme on a eu quand même un éloignement géographique assez important avec une majorité de nos patients. On fait beaucoup d'accueils sans rendez-vous, énormément de séances individuelles, reprise des grands concepts, des grandes lignes du traitement et de la vie avec une maladie chronique telle que le VIH. On a une ligne téléphonique directe, donc ma collègue et moi sommes joignables sur les heures d'ouverture à tout moment. Et bon, ça ne change probablement pas grand-chose pour plusieurs d'entre vous, mais on a retiré la blouse. Pour nos patients, c'est très très important d'être... On essaie d'être le plus familier possible et d'être une personne relais, ou en tout cas quelqu'un à qui ils peuvent venir se confier dans un contexte complètement autre aussi du VIH. On essaie de les soutenir dans tous les aspects de leur vie, d'où notre rôle d'infirmière pivot, donc de leur faciliter un accès à différents services, à des prises en charge d'autres spécialités, parce qu'eux-mêmes, c'est impossible. On fait beaucoup de formations des différents acteurs internes et externes. Bon, après, on a énormément de projets aussi, on manque de temps, mais on fait la formation TROD, entre autres des associatifs. On aimerait beaucoup former les dispensaires pour faire les TROD, éventuellement les prises de sang de suivi pour éviter beaucoup de déplacements à nos patients. Et on crée beaucoup de liens avec, on essaie en tout cas de créer du lien avec les pays voisins, les associations, les médecins, pour entre autres nos perdus de vue, pour qu'ils soient moins perdus de vue. Donc les associations des Comores, de Madagascar, pour qu'on puisse être en contact et puis repérer notre patientèle si elle est en dehors du territoire, et puis savoir comment elle va. Alors des pistes de solutions, on en a plein, on espère un jour pouvoir les mettre en pratique. Donc des consultations délocalisées, proximité éventuellement du programme d'ETP. Donc une fois qu'on pourra monter ce programme, le rapprocher des gens pour qu'ils aient moins d'obstacles pour y accéder, et entre autres aussi aux consultations, vraiment de base, qu'ils n'aient pas 1h30 de route avec la PAF et le coût du trajet, donc dans les dispensaires. Des séances de groupe dans différentes langues, parce qu'effectivement c'est difficile de rassembler autant de gens avec des cultures différentes, des langues différentes pour parler d'un même sujet. Donc on aimerait pouvoir faire appel à nos patients experts et à nos médiateurs en santé qui pour le coup à l'hôpital de Mayotte ont une fiche de poste et sont formés pour faire de la médiation en santé. On aimerait aider au transport en collaboration avec les associations. Donc ça, c'est un projet dont on a parlé, éventuellement offrir un service de navette depuis le sud vers le nord ou depuis le nord vers Mamoudzou pour les consultations. Formation des patients experts donc, dans les différentes communautés. Ça, on le fait déjà, et beaucoup les médiateurs en santé. Et puis éventuellement développer davantage l'approche communautaire et le aller vers. Voilà, donc c'était tout pour moi. Je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions...